Le cinéma français est-il raciste ? Est-il possible d'être une femme noire et pleinement comédienne en France? Ces questions, l'actrice Aïssa Maïga et la réalisatrice Isabelle Simeoni se les sont posées. Dans un documentaire intitulé Regard noir, elles s'interrogent sur le plafond de verre et sur le poids des représentations. Une enquête menée notamment en France, aux États-Unis, au Brésil. On regarde d'abord un extrait et on retrouve Aïssa Maïga juste après. Un casting peut-il être non racisé ? En France, les directeurs de casting affirment être prêts à offrir tout type de rôle à tout type d'acteurs. Alors, d'où vient le blocage ? On m'avait écrit le rôle d'une infirmière qui s'est transformée en un rôle de bonne. Et moi, je pense qu'ils ont l'image figée, quoi, sur le fait que l'Africain ne peut jouer qu'un certain genre. Il faut toujours qu'ils aient une image du boubou. C'est là où je me dis, ils ne vont pas chercher ailleurs. Ils ne veulent pas utiliser autre chose de moi. Quand j'ai passé le concours de dernière année du conservatoire, en fait, j'ai eu un second prix d'interprétation. Au début, j'étais très contente. Et le directeur m'a dit, comme ça, à l'oreille, il m'a dit « Tu méritais un premier prix, mais le fait que tu sois noire, on sait que tu ne vas pas faire de carrière, donc on ne t'a pas donné le premier prix. » Aïssa Maïga, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique de TV5 Monde. Alors, vous avez 25 ans de carrière dans le cinéma français, je précise. Vous êtes une des actrices françaises comédiennes noires les plus connues, avec des rôles dans des films populaires, des succès. Comment est-ce que vous avez fait pour mener une aussi jolie carrière dans un environnement que vous décrivez aussi hostile ? Je dirais que, d'abord, il y a l'acharnement, le travail personnel, beaucoup de chance également. On arrive au bon moment, au bon âge, on correspond à un personnage. Et puis, il y a aussi le fait qu'on se satisfait un peu d'une exception. Moi, j'étais vraiment pas la seule à pouvoir prétendre à certains rôles. Et puis, le caractère restreint des possibilités a fait qu'on était trop peu nombreuses à accéder à ces opportunités. Pour ce documentaire, vous avez choisi d'aller dans des pays où il existe des fortes communautés noires, les États-Unis, le Brésil, la France. Est-ce que vous avez vu des différences notables entre ces différents pays où, au fond, effectivement, c'est toujours la même histoire est-ce qu'il y a des traits communs qui expliquent le pourquoi de la situation que vous décrivez? Avec ma co-réalisatrice Isabelle Simeoni, on a vraiment choisi de traiter cette question-là de façon internationale. Parce qu'en France, on avait déjà abordé le sujet avec les actrices de Noir n'est pas mon métier, avec le livre que vous aviez coécrit. Exactement. Et en fait, quand on sort de la France et qu'on regarde cette question de la diversité, de l'inclusion, on se rend compte qu'il y a quand même des caractéristiques communes. Les États-Unis, le Brésil, la France sont trois pays qui ont des histoires différentes, mais qui ont quand même pour point commun d'avoir une histoire coloniale extrêmement importante dans la construction de la société d'aujourd'hui. Et au Brésil, on est c'est un peu un monde parallèle dans le sens où les Noirs sont majoritaires du point de vue démographique, ce qui est différent de la France et des États-Unis, mais ils sont quasiment invisibles sur les écrans. Le caractère structurel du racisme là-bas fait qu'ils ne peuvent pas accéder aux opportunités. Et les États-Unis, c'était un peu l'endroit inévitable parce qu'on regarde tous des films américains, on connaît l'histoire des luttes des Noirs américains pour leurs droits, on connaît les luttes qu'ils mènent encore aujourd'hui sur leur territoire. Et pour nous, c'était important de mettre ça en relation avec ce qu'on vit en France parce que la France est un pays très métissé. C'est un pays qui donne une place très importante à la culture et qui en même temps connaît certains blocages qui font qu'aujourd'hui, au niveau des opportunités, et pas que dans le cinéma, dans le monde du travail, quand on est noir, arabe ou asiatique, on n'a pas du tout les mêmes chances que les autres. Ça reste compliqué. Alors, je voudrais qu'on regarde ensemble, Aïssa, ces images. C'était le 19 février 2000. La romancière franco-camerounaise Calixte Beyala et le metteur en scène Luc Saint-Éloi qui font irruption sur la scène des Césars pour dénoncer le manque de représentation des Noirs au cinéma et sur les écrans, plus largement. L'an dernier, c'est vous qui avez poussé ce même coup de gueule. 20 ans après, exactement. Donc, ça fait plus de 20 ans, peut-être même plus, qu'on parle de ce problème, que le constat est fait. À votre avis, comment on fait ? Comment est-ce qu'il faut faire pour résoudre ça ? Pour dépasser le constat et enfin trouver des solutions? D'abord, il faut réunir des cerveaux multiples, divers et compétents. Avec ce film, on n'a pas la prétention d'avoir apporté toutes les solutions à un problème qui reste complexe. Mais quand même, ce qui apparaît, c'est qu'aujourd'hui, même si les statistiques ethniques sont interdites en France pour des raisons purement historiques,
on a quand même accès à certains chiffres. Et ces chiffres-là sont sans appel. Quand le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, édite chaque année, année après année, des statistiques qui montrent que les rôles à caractère négatif sont dévolus aux Noirs et aux Arabes à la télévision, qu'en dehors de ça, ils sont quasiment invisibles. Alors, même s'il y a quelques progrès, il y a quand même des nouveaux visages qui apparaissent, etc., les chiffres sont là pour nous montrer que le changement est beaucoup trop lent. Et du coup, il faut se servir, à mon avis, des chiffres, mais il faut se servir également du fait que certains décideurs, aujourd'hui, ont un rôle à jouer. Alors justement, j'ai 2 questions à ce sujet. Je vais vous parler des stéréotypes. Il y a beaucoup de rôles stéréotypés pour les femmes noires, pour les hommes noirs, pour les hommes maghrébins, etc., qui permettent malgré tout à ces acteurs d'exercer leur métier. Pour vous, en quelques mots, quel est le problème des rôles stéréotypés ? Le problème des rôles stéréotypés, c'est qu'ils ont un impact sur les imaginaires. C'est-à-dire que quand un spectateur regarde un film, même si c'est une fiction, même si on sait que c'est une histoire pour de faux, ce qu'on va projeter sur l'écran va s'imprimer sur l'imaginaire et sur la façon dont les personnes vont percevoir les personnes racisées. Et donc, c'est très important de se dire, en tant que créateur, quand on est scénariste, producteur, réalisateur, etc., de se dire qu'on a une responsabilité. Alors, il ne s'agit pas de faire des programmes policés, il ne s'agit pas d'opérer une sorte de censure, mais juste de pousser les gens à être conscients de l'imaginaire qu'ils produisent. Et en fait, quand on est dans cette dynamique-là, on se rend compte qu'on sort des stéréotypes et qu'on peut créer des histoires de plus en plus riches. Et en plus, d'un point de vue du marketing et du business pur, ça marche. Il est prouvé que les histoires avec un casting divers donnent des films qui se vendent beaucoup plus à l'étranger. Donc il n'y a aucune raison de se priver. Aïssa, vous parliez du changement au niveau des décideurs. Est-ce qu'au fond, la solution du problème, ce n'est pas aussi une prise du pouvoir par les femmes, puisqu'on parle des femmes, par les femmes noires, puisque c'est d'elles dont on parle, au cinéma ou finalement dans les autres champs ? Est-ce que au fond, c'est ça la solution, plutôt que de demander, comme on le fait, comme ça a été fait depuis 20, 25, 30 ans, que les choses changent? Est-ce qu'il ne faut pas une prise de pouvoir? Dans votre film, on voit par exemple une actrice superstar brésilienne qui a aussi décidé de devenir productrice. Alors justement, c'est très intéressant parce que chez les personnes racisées dans mon milieu, dans le cinéma ou la télévision en France, on est très nombreux à avoir nos sociétés de production. Mais ça ne suffit pas. Avoir une société de production, ça ne donne pas tout le pouvoir. On va tous chercher l'argent dans les mêmes sources de financement. Donc à partir du moment où l'imaginaire qui est prévalent n'est pas un imaginaire qui inclut toutes les personnes qui vont déployer des efforts. On n'est pas là en train d'attendre et en train de quémander. On est en train justement de montrer que cette question-là, c'est une question qui est absolument centrale parce qu'on est dans un pays qui est métissé et on est en train chacun dans notre coin de faire tous les efforts qu'il faut pour produire des films, produire des documentaires, produire des fictions. Et effectivement, la question du pouvoir, elle est très importante. Et quand vous faites le parallèle avec la question des femmes, ça me parle beaucoup parce que les femmes se battent depuis très longtemps, mais elles se battent également sur le champ politique et sur le champ des lieux de pouvoir. Des lieux de pouvoir. Et c'est la même chose qui se joue pour les autres minorités en France. Merci beaucoup, Aïssa Maïga. Je rappelle le titre de votre documentaire, co-réalisé avec Isabelle Simeoni, Regard noir. Merci à vous et c'est la fin de ce journal. Merci. Merci de votre fidélité.